On va accueillir notre premier présentateur, étudiant à la maîtrise en biologie, bachelier en biologie et en économie. Pourquoi une telle dualité? Bioinformaticien en métagénomique, spécialiste de la bière, on est au bon endroit, depuis 13 ans. Cofondateur de l'entreprise de dégustation Vent du Nord, bien hâte de déguster toutes ces bières. Aujourd'hui, ah oui, puis si quelque chose quand même, il est siffleur palatal. Alors chez moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, il peut siffler la bouche ouverte. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Sur ces fun facts, aujourd'hui, Jonathan va nous parler des bières. Et plus particulièrement, il va nous montrer que la couleur des bières parfois nous trompe. Jonathan, la scène est à toi. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Ça fait longtemps que je travaille dans le monde de la bière et je me spécialise dans expliquer la bière, dans vulgariser la bière, autant du point de vue scientifique. Oui, ça me prendrait le petit... Ah, il est là, merci. Merci beaucoup. Autant du point de vue scientifique que de la fabrication, que de l'histoire, tout ça, je m'intéresse beaucoup à la bière depuis très longtemps, bientôt 14 ans. Et dans ce parcours-là, j'ai travaillé avec le Vent du Nord depuis tout ce temps-là. J'ai travaillé ici aussi au Boc et Bière pendant plusieurs années. J'étais gérant et je m'occupais de la sélection de bière que vous buviez pendant quelques années. Je travaille au King Hall en ce moment aussi. Et dans tout ce parcours-là, j'ai eu la chance d'interagir avec beaucoup de personnes. Puis moi, ce que j'aime, c'est conseiller une bière à quelqu'un. C'est trouver qu'est-ce que la personne va aimer. Puis souvent, la personne, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle va aimer. Il y a des gens qui le savent. À main levée ici, là, juste pour me donner une idée, c'est qui les gens qui aiment la bière? Au sens large. Bon, on est à la bonne place, parfait. Il y en a-tu qui se considèrent des amateurs de bière, là, qui essayent toutes sortes de bières à chaque fois qu'ils vont dans une brasserie? Un petit peu moins, quand même moins. Mais on a des amateurs de bière, c'est bien. Moi, j'aime ça, décortiquer la bière, faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est, puis les aider à choisir une bière qu'ils vont apprécier finalement. Parce que, et dans ce parcours-là, presque une quinzaine d'années à faire ça, je me suis rendu compte que les gens ont beaucoup de préconceptions sur la bière. Et la plupart, il y en a beaucoup de ces conceptions-là qui sont basées sur la couleur. Et la couleur, c'est très trompeur dans le monde de la bière. Alors aujourd'hui, je veux décortiquer ça un petit peu avec vous autres, avec 3 mythes que je vous présente. Je commence avec le plus courant, le plus généralisé, puis peut-être le plus justifié, parce que ce n'est pas tant des mythes que je vais vous présenter que des stéréotypes. Et on sait des stéréotypes, c'est toujours fondé à quelque part. Le premier que je vais vous montrer, faut-il que je pointe à quelque part pour que ça change? Là-bas. Comment? Ah, il est éteint le coquin. Ah, OK, c'est parti. Et pareil. OK, on l'a. Le premier mythe, c'est que les lagers sont des bières blondes, légères et pas très goûteuses. C'est des petites bières de soif, tout ça. Y a-t-il des buveurs de lager dans la salle? Levez la main. Des gens qui aiment la lager. Bon. Excellent. On va commencer par décortiquer le mythe, puis après ça, je vous explique d'où est-ce qu'il vient. Donc, on a 2 termes ici. On a lager et blonde. Je pense que quand je dis le mot lager, c'est probablement la couleur qui vous vient en tête. Une bière blonde, probablement une bière commerciale. Mais quand on s'attarde à ces 2 choses-là, on se rend compte que, premièrement, une lager, ça vient juste de la façon qu'on fermente la bière. Ça n'a absolument rien à voir avec la couleur. Une lager, c'est une espèce de levure. C'est une température de fermentation aussi. La fermentation, c'est ce qui convertit les sucres en alcool. Et c'est aussi une façon de conditionner la bière. On va dire de la faire reposer avant de la servir pour qu'elle devienne excellente. Quand on change ces paramètres-là, on peut produire des lagers, mais on peut aussi produire des ales, puis il y a une grande famille aussi de bières qui sont les fermentations mixtes, où on utilise des levures sauvages et des bactéries. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais ça existe, vous avez peut-être déjà vu ça. La couleur blonde, ça vient de quelque chose de complètement indépendant de la fermentation, qui est la recette de grains, finalement, qu'on choisit pour faire notre bière. La recette de grains peut être faite avec des maltes pâles, des maltes qui ont été rôtis, des maltes qui ont été caramélisés et même qui ont été torréfiés. Et c'est vraiment ça, à quelques exceptions près, qui détermine la couleur de la bière. C'est sûr, si tu mets des Camerise dans ta bière, elle va peut-être être rouge, mais règle générale, ce qui s'occupe de la couleur de la bière, c'est ça. Ce qui fait en sorte que de dire que les lagers, en fait, pourquoi est-ce qu'on pense que les lagers sont généralement des bières blondes et légères? Pourquoi est-ce qu'on associe autant ce terme-là ensemble? Les coupables principaux, oui, c'est eux autres. Le marché de la bière, là, mondialement, c'est un chiffre dans les alentours de 800 milliards de dollars par année, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce marché-là. Et la grosse majorité de ça, ce sont effectivement des lagers qui sont blondes. Et tout ce que vous voyez là, c'est des marques de lager blondes.
Il y a des compagnies qui font d'autres choses, mais je vous dirais, je pourrais piger peut-être 2-3 logos là-dedans, là, puis couvrir à peu près 50-60% du marché avec des lagers blondes. Fait que c'est justifié de penser que les lagers sont des bières blondes. Ça vient de quelque part, mais je vous annonce qu'il existe des lagers brunes, il existe des lagers rousses, il existe des lagers noirs, et c'est vraiment délicieux. Je suis triste qu'il n'y en ait pas en ce moment au Bock et Bière, mais il en fait. Des fois, il fait des très bonnes lagers ambrées, sûrement qu'il va en avoir une pour l'Oktoberfest. Je vous mets ici 2 drapeaux, 2 pays, en fait, qui sont à l'origine pas mal de la culture des lagers, du principe de faire des bières à fermentation de basse température, et les styles, les mots que vous pourriez voir apparaître sur différentes bières. Des mots, des fois, qui ont des accents circonflexes sur un C, ça nous vient de la langue tchèque, mais ce sont des styles de bière ou des termes que vous pouvez retrouver qui vont vous indiquer que la bière a une couleur particulière, et ce sont toutes des lagers, et ce sont toutes des bières extrêmement goûteuses. Ce qui rend les lagers particulières parfois, c'est qu'ils sont vraiment très faciles à boire et très légères, même quand elles sont noires. Donc, des fois, on a peur de la couleur, mais il faut passer au-delà de ça. Et avec une lager, ça peut faire une bière vraiment de soif, mais qui a une couleur plus foncée. Et on n'est pas habitué à ça et ça nous fait peur et on ne les essaye pas à cause de ça. Parlant de couleur plus foncée, mythe numéro 2, une rousse, c'est sucré. Et quand je conseille une bière à quelqu'un vient me voir, puis là, j'y propose une rousse, il dit... Une phrase que j'ai vraiment entendue souvent, c'est, où j'ai fait goûter, par exemple. Souvent, on fait goûter quand on est intéressé, on ne sait pas trop. On y goûte. Puis là, juste avant de se le mettre dans la bouche, ils me disent « ça sent sucré ». Puis moi, ça me fatigue, cette phrase-là, parce que le sucre, ça n'a pas d'odeur. Le sucré, en particulier, on n'a pas de récepteur pour le sucre dans le nez. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça sent? Bien, ça sent le caramel, ça sent le sucre d'orge, ça sent le miel, ça sent peut-être le toffee, là, le caramel un peu brûlé. Puis effectivement, notre cerveau associe ça à des odeurs sucrées. Mais rappelez-vous que la couleur de la bière nous vient de toutes ces maltes-là qui ont été utilisées. Et encore une fois, ces odeurs-là nous viennent de la sélection de céréales qu'on a faite. Le processus de transformation de la céréale crée ces odeurs-là dans les maltes qu'on utilise pour brasser et crée ces odeurs-là. Puis c'est vrai qu'au Québec, la rousse, c'est souvent une bière qui est relativement sucrée. Je ne sais pas s'il y a des personnes de 40 ans et plus ici, mais je vais dire la rousse est douce. Hein, vous avez déjà entendu ça. Et une rousse est souvent associée à... Puis c'est vrai que la recette, la boréale rousse, qui est comme notre icône de rousse, c'est une bière assez sucrée. Mais le sucre, le vrai goût de sucre dans la bière, le sucré de la bière ne vient pas du choix de malt. Il vient du processus d'empâtage, du processus de brassage. Et c'est dans ce processus-là qu'on va influencer le sucre résiduel qui va rester dans la bière. En gros, quand on fait cette étape-là qui s'appelle l'empâtage, qui est essentiellement le mélange de la céréale avec de l'eau chaude dans le but de convertir l'amidon qu'il y a dans les céréales en sucre que la levure va pouvoir consommer pour produire de l'alcool. Je viens de faire un cours de brassage en 10 secondes. Et bien, dépendant de la température d'empâtage, on va créer des sucres qui fermentent plus ou moins bien. Et si on crée plus de sucres qui fermentent moins bien, bien, ils vont rester dans la bière et créer une bière sucrée. Ce qui fait que je peux faire une bière pâle, sucrée, et je peux faire une bière foncée, très sèche. Mais souvent, nous, au Québec, en particulier en Amérique du Nord, mais surtout au Québec, on a été habitués à des brunes qui sont sucrées, à des rousses qui sont sucrées, parce que ça donne que c'est ces recettes-là qui ont influencé nos brasseries. Encore une fois, je peux vous suggérer plein de styles de bière moins connus qui tomberaient souvent dans la catégorie des rousses, que des fois, la brasserie va s'inspirer de cette recette-là, puis n'écrira même pas bitter ou amber ale, elle va écrire rousse américaine ou rousse anglaise, juste pour attirer les gens qui ne sauront pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là. Donc, il existe toutes sortes de familles de bières qui sont rouges comme une boréale rousse, mais qui ont toutes sortes de saveurs. En particulier, la rouge de Flandre, qui est très particulière, qui est une bière qui tire beaucoup plus sur l'acidité. C'est une rousse qui est acide et même un peu sucrée, mais absolument pas, vraiment, vraiment très, très, très différent de ce que vous connaissez, par exemple, dans une boréale rousse. Le dernier mythe qui a toujours à voir avec la couleur, et là, vous remarquez qu'on s'en va de plus en plus foncé, et ça, je l'ai entendu vraiment souvent. « Ah, moi, j'aime pas ça, les noirs, c'est fort. C'est fort, une noire. » Avez-vous déjà pensé ça? Ça vous dit quelque chose? Y a-t-il des buveurs de noir dans la salle? Je veux savoir c'est qui aime la bière noire. Ah, quand même, OK, un petit peu plus que... J'aime ça. Avant, c'était genre 10 %, là, c'est rendu plus 15-20 les buveurs de noir. Je suis super content. Une noire, c'est fort. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? On va se pencher sur... Oups, mon animation est à l'envers. Bon, mais je vais sortir mon animation au complet. Donc,
je vous disais tantôt, quand on traite le malt, on peut créer toutes sortes de paliers de cuisson qui passent par la caramélisation, mais on peut se rendre à une étape qui s'appelle la pyrolyse, ou la torréfaction en bon terme. La torréfaction, c'est ce qu'on fait avec le café aussi. La pyrolyse, c'est la réaction qui se produit chimiquement dans le malt et qui crée ces arômes-là, ce qui fait qu'on dit souvent que la bière noire sent le café. C'est cette réaction chimique-là qui fait ça. Dans ce processus-là, il y a aussi des molécules un petit peu amères qui vont se créer. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on dit qu'une bière est forte, moi, quand j'entends quelqu'un me dire « une noire, c'est fort », je leur dis « ça fait-tu qu'une Guinness, c'est 4 % d'alcool? » Puis là, ils font comme « ah ouais, OK. » C'est vraiment léger, une Guinness. C'est très, 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 très léger. Mais ce petit malt torréfié-là, il y a un petit goût des fois qui vient avec, mais pas toujours. Puis c'est ça que je veux vous retenir, qui est un peu amer, un petit peu astringent, qui laisse un petit arrière-goût à la bière qui est assez... que pas tout le monde aime, finalement. Moi, j'appelle ça des fois de l'âcreté, quelque chose qui... Puis c'est vrai qu'on retrouve ça dans certaines noires. Une autre chose qui s'est passée puis qui a contribué à cette perception-là que les noires sont des bières fortes puis des bières un peu trop intenses, c'est qu'au Québec, quand les bières de microbrasserie sont devenues bien populaires, 2010, là, dans cette époque-là, que tout d'un coup, tout le monde ouvrait une microbrasserie, une des affaires sautées que tu avais au menu, de temps en temps, une fois par année, c'était un stout impérial. Puis là, c'était une grosse bière. Il y en a une en ce moment. Je pense qu'elle a du chocolat dedans puis d'autres affaires, c'est pas grave. Mais c'était des bières vraiment fortes en alcool. On appelle ça c'est des bières typiquement entre 8 et 12 % avec une amertume très élevée. Beaucoup de sucre aussi, mais c'était vraiment intense. Puis ça reste en bouche. Puis 5 minutes après ta gorgée, on dirait que tu goûtes encore. Eh bien, ça, c'est la première impression que beaucoup de gens ont eu des bières noires. Et là, je vais faire un petit retour sur ce que j'ai dit tantôt sur les lagers. Il existe des lagers noirs et ces bières-là, typiquement, ne sont absolument pas amères, ne sont pas sucrées non plus, n'ont pratiquement pas d'arrière-goût parce que le processus de torréfaction est fait un petit peu différemment pour pas qu'il y ait cette amertume-là. Et ça fait en sorte que ce sont ce que moi j'aime bien appeler des noirs de plage. C'est vraiment une noire là, que tu bois. Les Schwarzbier allemandes, les polos, les Tmavy tchèques, tu bois ça, là, puis c'est rafraîchissant. Mais c'est noir, puis ça sent un peu les toasts. C'est des styles qui ne sont pas très connus. C'est des styles qui ont des noms dans une langue qu'on ne connaît pas. Et ça fait en sorte que souvent, on n'est pas porté à... On voit noir, on voit bière noire, parce que c'est ça qu'il faut écrire sur le tableau pour que les gens comprennent c'est quoi. Et on se dit, je ne goûterai pas à ça parce que j'aime pas les bières noires. Mais moi, je vous dis, prenez le temps d'y goûter, vous pourriez être vraiment surpris. Ne vous laissez pas berner par la couleur des bières. J'aurais aimé ça pouvoir vous faire une présentation vraiment plus longue. Mais souvenez-vous que les lagers, ça veut vraiment juste dire une méthode de fermentation. Les maltes contribuent la couleur et les arômes à la bière. Le sucre résiduel nous vient juste de la méthode d'empâtage. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Noir n'égale pas fort. Et surtout, là, ça, je l'ai déjà dit, une lager foncée aux arômes de caramel, ni amer, ni sucré, c'est très possible. Je vous en laisse un dernier là. Je n'ai pas le temps de vous présenter, évidemment, mais je le savais. Je vous invite à me poser des questions là-dessus par après ou à venir me voir. Si vous avez des idées pourquoi est-ce qu'on pense qu'une bière blanche, c'est fruité. Sur ce, je vous remercie et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette belle présentation. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? Vous avez un micro près du comptoir derrière. Sinon, vous pouvez lever la main et parler fort. Ça fonctionne aussi. Par contre, si c'est le cas, il faudra répéter la question pour que nos auditeurs en ligne plus tard entendent la question. Oui, je peux faire ça. Je vois quelqu'un là. Oui. Fait que la question, c'est j'ai parlé de lager comme des méthodes de fermentation. Si ce n'est pas de lager, c'est quoi? Je les ai bassés très, très rapidement, mais c'est un sujet super intéressant. L'autre grande famille, ce sont les ale. C'est une façon de classer les bières qui est assez nord-américaine, mais règle générale, on classe les bières est-ce qu'elles utilisent une levure qui fermente à basse température, qui est une lager, ou à haute température, ce que nous, ici, on appelle une ale. Dis pas à un Allemand que sa blanche est une ale, il va dire non, les ale, c'est des Anglais qui en font. C'est pas, mais règle générale, c'est ça qu'on utilise. Et oui, ça peut être absolument n'importe quelle couleur. Encore une fois, c'est vraiment... Puis une expérience que je propose souvent aux gens intellectuels, mais que vous pouvez faire aussi, c'est de dire, OK, je brasse une bière à la maison. Y a-t-il des brasseurs à la maison dans la salle, juste à main levée? Y en a-t-il qui ont déjà brassé de la bière? Oui, OK, quelques-uns, j'aime ça. C'est plus facile qu'on pense. Si vous brassez de la bière à la maison, vous pourriez faire le test. Vous brassez une recette de bière ambrée, peu importe.
et vous la séparez en deux. Vous faites une fermentation ale, une fermentation lager, et je vous garantis, peu importe la couleur, peu importe le taux d'alcool, la lager, elle va descendre comme un verre d'eau. Par rapport, elle va être beaucoup plus, un terme qui est apparu dans le sous-sol du Boc et Bière ici en passant il y a une dizaine d'années et qui est maintenant adopté à la grandeur de la francophonie, elle va être peintable, beaucoup plus peintable. J'ai assisté à la naissance de ce terme-là et je l'adore. Fait que oui, la lager va devenir beaucoup plus peintable. As-tu d'autres questions? J'aime les questions. Donnez-moi, j'ai-tu une main levée là-bas? Je pense que oui. Veux-tu t'approcher un peu? Il y a un micro là, peut-être? Est-ce que je fais ta job? Moi, j'aime ça parce que Jonathan fait ma job, c'est magnifique. C'est magnifique. Indique les micros, tout ça, parfait. Donc, les paramètres en fait qu'on utilise, c'est dans le fond pour en fait il y a la macération. Comment tu as dit l'empattage? Oui. L'empattage, c'est ça. Ouais. Ça veut dire en anglais malt, c'est ça? Fait que l'empattage c'est le processus de mélanger nos maltes avec de l'eau chaude, oui. OK. Puis ensuite il y a la torréfaction. Oui, puis en fait ça vient avant ça. Ah oui. OK. La torréfaction, l'empattage, puis c'est quoi? Je vais me lancer à un moment donné dans la bière, là, mais j'ai pas... La fermentation. La fermentation, oui. Donc, moi, je sais, les lagers, c'est comme en général plus long, avec des levures basse température et tout, mais il y a des mixtes que tu peux utiliser une levure de ale pour le lager ou le contraire. J'ai oublié le nom des bières, là, qui en résultent. Mais la question, en fait, c'est si on a ces paramètres-là, dans le fond, disons par exemple, est-ce que les autres pourraient contrôler, est-ce qu'il y a une influence croisée qui pourrait se passer? Je ne sais pas si la question est claire. Veux-tu dire sur la perception des saveurs, par exemple? Oui. Est-ce qu'il y a une interaction entre le type de fermentation et la recette de grains que j'utilise puis la façon que je les emporte? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui. Le processus de lagering est particulier. En fait, je dis, en lien avec ta question aussi, faire une lager, c'est fermenter une bière à basse température avec une espèce de levure un peu différente qui, elle, aime beaucoup ces températures-là. Et le mot lager nous vient de l'allemand lagern, qui veut dire entreposer. Et les lagers ont la particularité, normalement, d'être entreposés, d'être conditionnés pendant au moins un mois avant d'être servis, ce qui n'est pas le cas des ales. Et quand on fait ça, ça contribue un peu justement à la peintabilité de la bière, parce que la bière va se filtrer naturellement. Fait qu'une bière comme une bière noire, puis j'espère que j'ai compris le sens de ta question, mais une bière comme une bière noire qui a peut-être plus d'astringence ou d'une petite lourdeur qui nous vient du malt ou des saveurs qu'on aime moins, va devenir plus accessible. Toute chose égale, je suis un économiste, j'aime beaucoup cette phrase, toute chose égale va devenir plus accessible au palais de manière générale que si on n'avait pas fait ça. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, merci. Merci. J'ai pris une noire aujourd'hui, mais moi, j'aime bien les lagers en général. C'est yes, sir. Team lager. On a le temps pour une dernière question rapide, s'il y en a une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se décide? Oui, devant. Oui, Sam. Du malt. Y a-t-il une façon d'enlever cette couleur-là? La couleur vient du malt. Y a-t-il une façon... Oui. Est-ce qu'on peut filtrer une bière pour enlever sa couleur? C'est ça ta question essentiellement. Écoute, j'ai jamais vu ça dans le monde de la bière, mais j'ai vu ça dans d'autres mondes comme la tequila. Les tequilas cristal, qui sont des tequilas vieillis, donc qui prennent une couleur foncée puis qui sont filtrés au charbon pour redevenir parfaitement blanches. Fait qu'elles ont les arômes d'une tequila vieillie qui sont un peu plus boisées, caramélisées, mais tu t'attends pas pantoute à ça parce qu'elle est claire comme une tequila jeune. Est-ce qu'on peut faire ça dans la bière? Probablement, je ne l'ai jamais vu. Une chose que j'ai vue qui est similaire, par exemple, ils appellent ça des white stout. Puis ça, si vous voulez surprendre quelqu'un à l'aveugle, vous lui servez une white stout. Un white stout, en gros, c'est une bière blonde, une ale blonde, bien simple, dans laquelle il y a eu une infusion très rapide, à froid, de café. Pas assez longtemps pour changer la couleur de la bière, mais assez pour que l'arôme de la bière change complètement et devienne vraiment l'arôme d'un stout. Fait que si tu fermes les yeux et tu sens ça, tu dis « Ah, ça, c'est clairement une bière noire. » C'est un détour pour se rendre là, mais ça se ferait. Pourquoi pas? Je serais curieux de voir ça. Ouais. Merci. Un grand merci, Jonathan. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Jonathan et sa présentation sur les bières.